qu'est le G5 Sahel. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mahamat Saleh Anadif, ministre coordonnateur du G5 Sahel, avait été chargé de prendre contact avec ses collègues des pays membres. Chose faite, le 18 janvier 2023 à N'Djamena, qui accueille la toute première réunion des ministres des Affaires étrangères à l'effet d'apporter un appui politique au G5 Sahel qui bat de l'aile. Juste après l'ouverture des travaux de cette réunion, le ministre d'État, ministre nigérien des Affaires étrangères, M. Hassoumi Massoudou, le chef de la diplomatie mauritanienne, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, le secrétaire exécutif du G5 Sahel, l'ambassadeur Eric Yemdaogo Tiaré et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mahamat Saleh Anadif, ont tout simplement recueilli les orientations du président en exercice du G5 Sahel, le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, à l'effet de donner un nouveau souffle à l'institution communautaire. Le pays ouest-africain est frappé par une crise économique, avec les prix à la pompe et ceux des denrées alimentaires qui explosent. L'inflation dépasse les 40% et sa monnaie, le cedi, a perdu la moitié de sa valeur face au dollar. Début décembre à Accra a conclu un prêt de renflouement avec le FMI à hauteur de 3 milliards de dollars, censé rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette et participer à jeter les bases d'une croissance forte et inclusive. Cette aide est critiquée par les Ghanéens qui craignent la mise en place de mesures d'austérité. Le chef du département des statistiques industrielles a déclaré que cette baisse de l'inflation des prix à la production pourrait être de bon augure pour les consommateurs si le taux du cedi se stabilise le mois prochain. Il serait temps car l'impatience se fait sentir au Ghana où des manifestations ont été organisées ces derniers mois, certains appelant même à la démission du président Nana Akufo-Addo et de son ministre des Finances. La Banque centrale du Ghana, en abrégé BOG, avait augmenté son taux directeur en novembre 2022 dans une tentative d'endiguer le problème de la cherté de la vie et de faire face aux difficultés liées à la dette. C'est officiel. L'Ukraine a maille à lever la tête et à se bomber le torse depuis quelques semaines, faute des promesses non tenues de ses alliés. Il est donc sorti de sa casserole. Le président Volodymyr Zelensky, mercredi à Davos, en lançant un appel à de la vitesse dans la prise de décision pour l'aide à l'Ukraine. L'Allemagne hésitant par exemple à autoriser la livraison à son pays de chars Léopard. Il déplore le fait que la tyrannie avance plus vite que les démocraties. C'était donc au cours d'une intervention visioconférence à la réunion du Forum économique mondial qui s'est déroulée cette semaine en Suisse. Selon le président ukrainien, la mobilisation du monde doit aller plus vite que la prochaine mobilisation militaire de l'ennemi commun. Un monde qui a tardé à réagir selon Zelensky, car la Russie a tout simplement eu besoin de moins d'une seconde pour commencer la guerre. Le monde, quant à lui, a eu besoin de jours pour réagir après les premières sanctions, a-t-il regretté, rappelant alors aussi les fois dans le passé où le monde avait été hésitant à réagir à des actions sans hésitation de Moscou, comme par exemple l'occupation de la Crimée. La pression monte donc ces derniers jours sur le chancelier allemand Olaf Scholz pour qu'il autorise rapidement la livraison à l'Ukraine de Léopard, des chars de combat très puissants. Tout envoi de matériel de guerre de fabrication allemande doit en effet recevoir le feu vert de Berlin et des dirigeants finlandais, lituaniens, polonais et britanniques avaient encore appelé mardi à une décision rapide. Olaf Scholz, qui s'exprimait donc juste avant le président Zelensky dans la station de Sky à Davos, n'a fait aucune annonce en la matière dans son discours à 2 jours d'une réunion cruciale des pays occidentaux sur l'aide à l'Ukraine organisée vendredi sur la base militaire américaine de Ramstein en Allemagne. L'Afrique du Sud, via un communiqué de l'armée ce 19 janvier, annonce la tenue d'un exercice maritime multilatéral avec les marines chinoises et russes. L'exercice naval qui, selon ce communiqué, vise à renforcer les relations déjà florissantes entre l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine, se déroulera du 17 au 27 février au large de Durban, plus grand port d'Afrique australe
et Richard Bay, à quelques 180 km plus au nord. Selon ce même communiqué, les manœuvres durant cette période mettront en présence 350 militaires sud-africains provenant de plusieurs services et divisions aux côtés de leurs homologues russes et chinois dans le but de partager les compétences et des connaissances opérationnelles. En tant que première puissance africaine, l'Afrique du Sud a toujours refusé de condamner la Russie dans le conflit qui l'oppose à l'Ukraine, au mépris de la pression des pays occidentaux, dont les États-Unis. La ministre américaine des Finances, Janet Yellen, va d'ailleurs se rendre dans quelques jours en Afrique du Sud dans le cadre de sa tournée africaine prévue pour durer 11 jours avec des escales préalables au Sénégal et en Zambie. Une tournée qui intervient quelques semaines après le sommet États-Unis-Afrique, d'où avaient émaillé des promesses d'investissement américain en Afrique avec des intentions à peine voilées de contrer l'expansion russe et chinoise sur le continent, aujourd'hui objet de toutes les convoitises. Rejetant les affirmations selon lesquelles son client est le cerveau de cette vaste opération, l'avocat de l'ancien député européen Pier Antonio Panzeri a confirmé mercredi l'implication du Qatar et du Maroc dans le scandale de corruption au cœur du Parlement européen. Cependant, il refuse de confirmer si d'autres pays étrangers sont impliqués. Il explique que ce secret est destiné à permettre à l'enquête d'avancer. Pour rappel, mardi, le parquet fédéral belge a annoncé que Pier Antonio Panzeri, un socialiste italien a effectué 3 mandats au Parlement européen, avait signé un accord de repentance et s'était engagé, en contrepartie d'une rééducation de peine, à partager des informations substantielles et révélatrices sur le système d'échange d'argent contre des faveurs. 4 personnes, dont l'ancien parlementaire, sont actuellement en détention et mises en examen dans le cadre de l'enquête sur les importantes sommes d'argent versées par un pays qui, selon les informations, jusqu'à présent n'a été identifié officiellement que comme un État du Golfe Persique. Les 3 autres personnes actuellement détenues sont la députée européenne grecque Eva Kaili, son compagnon Francesco Giorgi et le directeur d'une ONG, Nicolo Figa Talamansa. Pour sa première visite en Tunisie depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, le chef de la diplomatie italienne, accompagné de Matteo Piantedosi, le ministre de l'Intérieur, a exigé que plus d'efforts soient mis en place contre l'immigration clandestine. Un souhait partagé non seulement par Rome, mais également par Tunis, qui voit en cette visite une volonté de coopérer pour réduire l'immigration irrégulière et renforcer l'immigration régulière. L'Italie est prête à augmenter aussi le nombre des immigrés réguliers formés en Tunisie qui peuvent venir travailler chez nous dans les domaines de l'agriculture et dans le domaine de l'industrie. Le problème de l'immigration, que c'est un fléau soit pour la Tunisie, soit pour l'Italie, nous avons dit qu'il faut résoudre les problèmes aux racines. Ce n'est pas un problème exclusivement sécuritaire, c'est bien sûr un problème sécuritaire, mais il faut avoir une stratégie pour comprendre pourquoi des milliers et des milliers de personnes décident de quitter leur pays. Selon les chiffres officiels, 18 000 Tunisiens sont entrés illégalement en Tunisie en 2022, le pays nord-africain, en proie à une grave crise économique avec une inflation supérieure à 10% et la pauvreté touche 20% des 12 millions d'habitants du pays. Antonio Tajani a par ailleurs annoncé l'organisation prochaine d'un business forum pour renforcer encore plus la présence des entreprises italiennes en Tunisie, dont l'Italie est devenue l'an passé le premier partenaire commercial. À la tête du pays depuis 2017, Jacinda Ardern, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, quittera son poste le 7 février prochain et se retirera ensuite du Parlement. J'entame ma 6e année au Parlement. Lors de chacune de ces années, j'ai donné absolument tout ce que j'avais à donner, a déclaré en sanglots la dirigeante en conférence de presse. Jacinda Ardern a précisé qu'elle resterait en poste jusqu'au 7 février, le temps que sa majorité de centre-gauche identifie un successeur. Par ailleurs, elle conservera son mandat de députée jusqu'aux prochaines élections législatives, programmées le 14 octobre 2023. Âgée de 42 ans, elle était entrée au Parlement en 2008,
avant de devenir Premier ministre dans un gouvernement de coalition en 2017. Elle avait ensuite mené son parti travailliste au pouvoir en 2020. Après sa réélection en 2020, Jacinda Ardern avait accusé une chute de popularité, notamment en raison de la détérioration de la situation économique. Merci à l'ensemble de l'équipe, la rédaction centrale de For You Media Africa pour ces éléments. Retour donc sur ce plateau dans le cadre de cette émission de For You Matin, une émission dans laquelle on s'intéresse ce matin donc à Patrice Emery Lumumba, cette figure lâchement d'ailleurs assassinée en certain 17 janvier 1961. 62 ans après, ce matin, nous questionnons son héritage, mais surtout l'impunité qui entoure toujours les circonstances ayant notamment conduit à son assassinat. Pour en parler, je vous le disais, ils seront trois. Vous avez eu tout à l'heure un aperçu du premier invité de cette émission. Il s'agit bien sûr de M. Stéphane Katala qui est des nôtres. À vos côtés ce matin, M. Katala, nous avons comme à notre habitude notre confrère journaliste, mais surtout consultant permanent de cette émission de For You Matin. Il s'agit de M. Albert Anatole Aïssi, il est directeur de publication du bimensuel Le Cactus qui paraît notamment et logiquement du côté du Cameroun. Bonjour à vous, M. Aïssi, et bienvenue. Bonjour à vous, Baudelaire Guéné. Je salue mon frère Stéphane Katala qui est sur le plateau central. Et je salue également celui qui est de l'autre côté et que vous allez certainement prendre en zoom. Je salue toute l'équipe technique qui fait un travail remarquable en dépit des difficultés. C'est perceptible. Je salue également le top management qui fait également des pieds et des mains pour garder cette bougie allumée. Je parle de cette tribune qui nous permet chaque semaine, chaque matin, de donner notre point de vue sur la marche du monde, sur l'histoire du continent africain, du peuple noir. J'ai dit bonjour aux afro-descendants. Je salue spécialement ce matin la diaspora africaine où qu'elle se trouve pour le travail qu'elle fait, parce qu'elle fait un travail de relais, cette diaspora africaine, qui a mon salut ce matin. Quand je l'ai dit, je voudrais, comme à mon habitude, commencer par un coup de gueule. Allez-y. Hier, j'ai suivi l'un de ces amplificateurs qui ont l'habitude de désinformer le continent africain. Il s'agit des médias qui émettent largement, qui couvrent largement le continent africain, mais qui n'émet nulle part du côté de la France. Je parle de France 24, où il a été relayé une interview de M. François Hollande. C'était l'ancien président qui a gouverné la France et qui, parlant de l'actualité, je parle de l'intervention de l'armée française au Mali en 2013, a prétendu, et je le cite, que la France est intervenue au Mali à la demande du peuple malien et du président de la transition, je parle de Diokounda Traoré. Les chefs de l'État de la sous-région l'ont même supplié d'intervenir au Mali parce que les djihadistes étaient au port de Bamako et que cette France est intervenue en intervenant au Mali n'avait aucun intérêt. J'ai sauté de mon fauteuil. Je peux vous le dire que j'ai sauté de mon fauteuil, pas de choix, mais de rage que quelqu'un qui a été président de la République ait la condescendance de mentir à ce point. C'est vrai que nous sommes coutumiers de la mensonge, mais là j'ai trouvé que c'est grave. Alors je voudrais lui demander à lui, M. François Hollande, que dans le contexte de l'intervention française au Sahel, avec son attelage de l'Union européenne et occidentale, sur quelle base ont-ils obtenu de gros contrats? Les contrats miniers et surtout le contrat qui a été attribué à Jean-Yves Le Drian, à l'époque il était ministre de la Défense. Un contrat exclusif qui portait sur la production des passeports biométriques. Je voulais donc qu'ils nous disent dans quel cadre ils ont obtenu ces contrats miniers et quelle était
la résonance, je veux dire, le mandat juridique de l'intervention française en Afrique, du côté du Sahel, je parle de Barkhane. Je pense quand on sait que loin de l'enfumage de M. François Hollande, la Barkhane a commis des exactions inacceptables qui ont été occultées à la fois par la fameuse communauté dite internationale, mais surtout par l'Union européenne. Je pense qu'il va falloir qu'on y revienne. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, monsieur. Nathan Albert ici, surtout également pour ce coup de gueule à l'endroit bien sûr de l'ancien président de la République française, François Hollande, lui qui en 2013, on va le dire, était d'ailleurs à l'origine de l'opération à l'époque Serval qui a été déployée du côté de Mali, l'opération Serval transformée en opération Barkhane avant bien sûr qu'en fin d'année 2022, le président Emmanuel Macron à son tour annonce bien sûr la fin de cette opération déployée jusqu'ici du côté du Sahel. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Messieurs, nous nous intéressons à Patrice Emery Lumumba. On se souvient que le 17 janvier dernier, la République démocratique du Congo en particulier, mais toute l'Afrique commémorait donc l'an 62 de l'assassinat de ce dernier du côté du Katanga. Nous revenons donc ce matin autour de cette actualité, un regard qui est particulièrement jeté sur son héritage, mais surtout pourquoi le crime reste jusqu'ici impuni. Avant, messieurs, de s'intéresser effectivement à la page, ou du moins à la rubrique ou au cadre réservé bien sûr à l'échange ou au débat. Allons du côté de la réalisation, prendre ce discours historique prononcé le 30 juin 1960. C'était bien sûr à l'occasion de la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo à l'époque. Le discours a été prononcé donc par celui qui était à l'époque le premier ministre de ce pays, Patrice Emery Lumumba. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Un extrait d'ailleurs de son discours prononcé le 30 juin 1960, Patrice Emery Lumumba. Messieurs, de retour donc sur ce plateau avant de s'intéresser aux causes profondes ayant notamment conduit à son assassinat, intéressons-nous au personnage. La simple évocation du nom, Patrice Emery Lumumba, vous fait penser à quoi? Je commence par vous, monsieur Stéphane Katala. Merci. En fait, même si je me réveille du sommeil, on parle de Patrice Emery Lumumba. Ça me rappelle un héros, quelqu'un qui normalement a levé sa tête pour reprendre sa liberté. Il est le premier ministre de la République du Congo à l'époque. Bon, il est kassaïen, comme moi. Donc, c'était un révolutionnaire. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la politique, ça ressort toujours de là. Donc c'est quelqu'un qui, même nos enfants, ils sont au courant de ça. À l'école, on a appris tout ça. Nous autres, nous ne vivions pas quand il était là. Mais quand nous avons grandi à l'école, on nous a parlé d'un certain Patrice Emery Lumumba,
qui est du Kasaï oriental à l'époque, parce que maintenant, les régions sont subdivisées. Nous étions à 11, maintenant nous sommes à 26. Lui du Kasaï oriental. C'est par lui, les combats avec les autres compagnons qui l'accompagnaient, que nous avons eu l'indépendance. Oui, et ce discours qui est toujours historique, parce qu'avec les autres qui étaient avec lui dans le combat, y compris le premier président Kasavubu, et ils étaient, je peux dire, ou bien de lâches, ou bien de faibles, devant ces impérialistes qui prétendaient que l'indépendance que nous recevions, c'était un don qu'ils nous accordaient. Et quand le premier roi Baudouin a fait son discours, prétendant que c'était un don qu'il était en train de nous offrir, voulant qu'il y ait toujours la même mise. C'était l'indépendance, je peux dire que, je peux dire l'ombre. Ce n'était pas la vraie indépendance, parce qu'il disait quoi? Si réellement nous donnons l'indépendance, nous aurons toujours la même mise pour voir si réellement ce pouvoir qu'on va leur donner, ils seront capables de diriger ce pays. Et quand Lumumba a suivi ça sur place, il a commencé à écrire les discours là, dans la salle. C'est là qu'il prend la parole, il commence à parler. Il faisait parler son cœur. Il s'est rappelé de toutes les souffrances. Et c'est là qu'il a fait savoir que, bon, il est vrai que nous recevons cette indépendance, mais nous n'allons jamais oublier toutes les humiliations, tout ce que la Belgique nous a fait. Bien sûr qu'il a bien dénommé la Belgique comme un pays ami, mais on ne peut pas avancer sans se rappeler de l'histoire. Et c'est ce que l'impérialiste ne veut pas. Oui, donc c'est ça. Voilà, on ne peut surtout pas ne pas se rappeler de cette histoire. Vous avez parlé d'un révolutionnaire. Pour beaucoup, il était une figure héroïque de la vie politique de la République démocratique du Congo. Pour d'autres, il était le symbole de l'espoir dessus des indépendances africaines. Vous vous situez exactement à quel niveau, monsieur Aïssi? Écoutez, chaque fois que nous évoquons l'un de nos héros, assassiné par la criminalité internationale dans la Belgique de Baudouin Ier à l'époque, il y a comme une sorte d'émotion d'en avoir voulu le constater. Pour moi, en tant que panafricaniste, c'était un patriote et nationaliste qui a été assassiné pour ses convictions politiques, les mêmes convictions politiques qui aujourd'hui ont permis à l'attelage occidentalo-européen de faire une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine. C'est-à-dire au nom de la liberté, au nom de l'indépendance, lui, Patrice Emery Lumumba, lui, Maurice Mpolo, lui, Joseph Okito, ont été froidement assassinés. Le commanditaire, c'est la Belgique, naturellement, avec son attelage occidental, comme je l'ai dit, sur instruction de Baudouin, du roi Baudouin Ier. Et l'exécuteur, si vous voulez, c'était Joseph Désiré Mobutu, un agent de la CIA, avec ce qu'ils ont appelé de manière prosaïque la police coloniale, qui était commandée par qui? La police coloniale qui était commandée par qui? Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on évoque ces personnages, et par rapport à ce qu'ils portaient comme vision, et qu'on regarde ce qui se passe, que la République démocratique est devenue, c'est révoltant. Mais ces héros, nos héros ne sont pas, je pense qu'ils n'ont pas donné leur vie pour rien. C'est notre responsabilité, monsieur Nguéné, c'est notre responsabilité de poursuivre le combat, de régler les problèmes qu'ils n'ont pas pu régler. Vous conviendrez avec moi que le cirque auquel nous avons assisté l'année dernière est encore plus énervant en ce qui me concerne. C'est-à-dire qu'on a légitimé un crime historique
en allant prendre une Rolex, c'est-à-dire la dent que quelqu'un a pris, a gardé chez lui comme un trophée de guerre pour le mettre dans un cercueil. Et on a célébré cela. De toutes les façons, nous reviendrons certainement sur cet aspect tout à l'heure. Moi, ça me révolte. Pendant que les Juifs exigent à la fois la vérité et les réparations des crimes dont ils ont été victimes, pendant que les Arméniens exigent la vérité et les crimes dont ils ont été victimes, nous célébrons, nous légitimons les crimes des autres contre notre peuple. Et ça, moi, je trouve cela inacceptable. Inacceptable. Et également pour vous, monsieur Anatola Albert ici du côté de la Belgique ce matin, nous retrouvons monsieur Tapé Grobera. Il est enseignant, écrivain, mais surtout leader et président du mouvement panafricaniste MORAF. Bonjour à vous, monsieur Tapé Grobera, et bienvenue. Monsieur Baudelaire Nguémé, je salue la direction de Forum Média, les techniciens, toutes les personnes, les téléspectateurs de Forum Média, et je salue également mes frères qui font partie du panel ce matin. J'ai reconnu mon frère Aïzi Ayatollah et l'autre frère, malheureusement, j'ai pas vu, mais je crois qu'au fil du temps, je trouverai son nom et je lui dirai bonjour. Donc, merci pour l'invitation. Nous sommes bel et bien avec monsieur Stéphane Katala, congolais d'origine. Alors, monsieur Tapé Grobera, nous parlons de Patrice Lumumba. Nous parlons surtout de cette impunité qui entoure toujours les circonstances de son assassinat, mais bien avant de s'intéresser aux causes profondes ayant entraîné son assassinat un certain 17 janvier 1961. On s'intéresse tout d'abord au personnage. Pour vous, qui était exactement Patrice Emery Lumumba? Vous savez, comme mes professeurs l'ont dit, les héros en fait africains ne meurent pas. Et nous avons, Patrice Lumumba, c'est la même chose avec, à côté de nous, moi j'ai eu la chance de connaître, de vivre à l'époque de Thomas Sankara, qui n'a fait que 4 ans de pouvoir. Patrice Lumumba, lors de son avènement au pouvoir, je n'étais pas encore né. Donc, je n'ai pas eu la chance de le connaître. Mais je fais ce parallèle entre ces deux personnes pour dire qu'en si peu de temps, ils ont marqué leur époque et ce sont des vrais leaders. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais en fait, cela démontre combien de fois ces personnes ont marqué leur temps parce que ce qu'ils ont dit, et surtout, c'est ce qu'ils ont fait. Je pense qu'on démontrera, on en parlera plus longuement. Donc, Patrice Lumumba, c'est une fierté. Même si aujourd'hui on ne connaît pas sa sépulture et qu'il y a eu ces cirques dont on parlera, mais c'est une fierté. C'est une fierté. Patrice Lumumba, il y a eu une université à Moscou, je sais pas, non, pardon, je ne peux pas dire si c'est à Moscou, mais je crois qu'en Russie, Patrice Lumumba, je pense, je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs, mais bon, nous aussi en Afrique, on devait quand même en avoir. Je ne sais même pas si au Congo, il y a l'université Patrice Lumumba, non. Mais c'est vraiment un héros, une personne de référence, une personne qui a traduit les aspirations des Africains en général et des Congolais en particulier lors de son discours, mais qui n'est, je pense, qui n'est que la réalité de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous le savons, on sait qu'on l'a tué, ceux qui l'ont assassiné, ils se connaissent, on les connaît, on va tout en parler d'eux, mais Patrice Lumumba, c'est une fierté. Et malheureusement, en moins de 2 ans, il n'a pas pu gouverner, malheureusement, en moins de 2 ans ou bien d'1 an pratiquement de gouvernance, il a été assassiné. Nous, c'est quand même avec beaucoup de peine que nous parlons de ça, mais en même temps aussi de fierté. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation, je vais dire, dialectique, à la fois la peine et en même temps cette fierté d'avoir eu ce fils digne qui a redressé à un moment donné dans son discours, comme on appelle, la tête des Africains, alors que d'autres, notamment M. Kassazougou, étaient en train de faire la courbette. Bon, on me dit qu'effectivement, ceux qui sont, comment on appelle, les victimes, ce sont les victimes qui allaient devenir les victimes à la place des bourreaux, alors que les bourreaux étaient là. Et ça, c'était inacceptable. Et Patrice Lumumba, vraiment, a fait que nous avons eu la tête levée. Nous ne pouvons que saluer sa mémoire et il restera éternel
dans notre mémoire et dans l'esprit et dans l'histoire de l'Afrique et du monde entier. Monsieur Tapri Goubrera, pour ce premier jet, monsieur, on s'intéresse désormais aux causes profondes ayant conduit d'ailleurs à son assassinat. Pourquoi est-il devenu gênant à l'époque? Juste avant, parce que clairement, avant ce discours qu'il avait prononcé, notamment devant le colonisateur belge à l'époque, il entrait, ou du moins jusqu'ici, certains estimaient qu'il était dans les bonnes grâces de la Belgique. Mais tout a basculé au moment où il a prononcé ce discours. Et on a estimé qu'à l'époque, il était en train de susciter une sorte d'éveil de conscience. Comment les choses ont rapidement basculé pour qu'il passe, il devienne personnellement particulièrement non grata dans son propre pays? Vous savez, quand les colonisateurs sont venus en Afrique, leur problème c'était d'avoir la même mise sur que ce soit notre administration, que ce soit nos minéraux, qu'ils prétendent nous donner l'indépendance, mais qu'ils restent toujours en train de nous dicter les choses, croyant que les Africains ne sont pas matures pour se prendre en charge et puis diriger leur pays. Bon, quand ils viennent, soi-disant, pour nous donner l'indépendance, ce n'était pas ce que nous attendions. Pour eux, il y a même un de ces officiers belges qui disait quoi? Que l'après l'indépendance, l'après-indépendance donc sera toujours comme avant l'indépendance. Ça veut dire quoi? On peut y avoir les autorités congolaises, mais qui ne sont pas en train de diriger selon leur idéologie politique. Ils doivent rester dans la façon de faire des colonialistes. Bon, maintenant, quand Lumumba écoute ça, comme notre panéliste qui est en Belgique l'a souligné, je l'ai dit aussi ici, Kasavubu était comme en complicité avec le Belge. Il était un peu comme lâche. Lui, il ne parlait pas vraiment avec son cœur. Il ne voulait pas normalement réclamer l'indépendance totale. Et c'est pourquoi, en connivence avec ces Belges, quand Lumumba écoute ça, ce n'est pas ce que Lumumba attendait. Parce que même dans sa vie professionnelle, il a été toujours un motivateur. Quelqu'un qui réveille les esprits. C'est pourquoi quand il a écouté ce discours, il est venu maintenant parler pour leur dire ouvertement que non. Quand nous venons demander l'indépendance, ce n'est pas un cadeau que vous nous offrez. C'est appris d'un combat et nous voulons être libres. Bon, quand les Belges ont suivi ça, ils ont compris que non. Ce que celui-ci est en train de faire, ça va révolter le peuple congolais et ils ne peuvent plus marcher comme nous voulons. Et ils avaient peur du fait que le discours de Lumumba était en train de les faire comprendre que celui-ci, il va quitter notre façon de diriger notre politique. Il va risquer s'associer à ce qui était même arrivé plus tard aux soviétiques. Vous voyez, dans le communisme. C'est ce qu'eux, ils ne voulaient pas. Donc, ils ont compris que si nous laissons celui-ci évoluer, c'est que nous n'aurons plus la même mise sur la République du Congo. Et c'est pourquoi donc leurs intérêts étaient déjà touchés, menacés. C'est pourquoi ils ont dit non, si nous laissons celui-ci, nous ne pouvons plus. Il faut que nous puissions l'éliminer. Donc l'assassinat de Lumumba était à cause du fait qu'il voulait la liberté totale de la République du Congo. Ouais. Monsieur Anatola, ici, pourquoi est-il devenu gênant et à quel moment? Patrice Lumumba. Déjà, permettez-moi, avant de répondre à votre question, pour battre en brèche le narratif qui a été celui de l'oppresseur, qui a présenté Patrice Lumumba et ses camarades comme étant un sécessionniste radical. Je pense que vous ne pouvez pas partir de chez vous, quelqu'un peut partir de chez lui et vient chez vous, vous dicter la manière dont vous devez vous comporter, bien vous conduire chez vous. Donc, Patrice Lumumba, contrairement au narratif qui a été porté par le président, je veux dire le bourreau, n'était pas un radical ni un sécessionniste. C'était un patriote qui a vu son peuple subir la brutalité coloniale, la bestialité coloniale. Il ne faut pas avoir peur des mots. Parce qu'ils nous ont appelés des sauvages, mais ce sont des sauvages. Lorsque vous consultez certains documents relatifs à cette affaire, à cet assassinat,
Que dit ces documents? Patrice Lumumba et ses camarades ont été assassinés par un peloton d'exécution. Non content d'avoir exécuté de sang-froid ses camarades, ils ont profané leur corps. Oui. En les enterrant, plus en les exhumant, plus en les enterrant nouveau. Oui. Après les avoir découpés. Avant de dissoudre dans et les dissoudre dans l'acide. Mais est-ce que vous voyez un noir, un être humain normal avoir une telle justice? Et celui qui assurait cette tâche macabre s'appelle Gérard Souette. C'était le commissaire belge. Il nous appelle des sauvages, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous avez ce genre de décor planté, dites-moi, vous aurez envie de dire qu'un Belge ou un Locodem, c'est un frère pour vous? Je ne veux pas entrer dans les émotions. Je parle des faits. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est plus en vie, parce que vous l'avez exécuté pour ses convictions politiques, vous l'inhumez, vous l'exhumez, vous l'exhumez à nouveau, vous découpez son corps, vous mettez dans l'acier et vous gardez comme trophée de chasse une dent en or. Parce que l'une de ces dents avait une prothèse en or. Et vous gardez cela comme trophée de guerre, comme trophée de chasse, que vous gardez dans vos... d'autres documents disent qu'il y avait des doigts qui ont été découpés. Ça veut dire qu'ils voient une haine viscérale contre ce personnage, ce leader politique nationaliste. Donc il ne s'agit ni plus ni moins qu'un crime contre l'humanité. Alors vous pouvez donc accepter que on voit les images comme celles que la réalisation nous propose là, c'est-à-dire ce cirque-là. C'est-à-dire au lieu de demander des comptes pour savoir ce qui s'est passé et que l'État belge qui n'a pas jusqu'ici demandé pardon, qui ne s'est pas encore reparti, soit dit en passant, ni donner des réparations conséquentes, parce que en tout cas c'est pas important, mais il fallait que l'État belge donne des réparations, n'est-ce pas, conséquentes par rapport à ces différents crimes, parce qu'il n'y a pas que le Patrice Lumumba, je l'ai indiqué. Vous avez Maurice Mpolo, Joseph Okito qui ont été également assassinés au même moment que lui. On nous propose ça? Je dis non. Parce que vous ne pouvez pas, lorsque les Juifs vous réclament justice, leur proposer ce cirque-là. Lorsque les Arméniens vous réclament justice, vous leur proposez ce cirque que je vois là. Non, du tout. Je pense que là, c'est nous-mêmes, les Africains, le peuple noir, les Africains qui amenons les autres à nous manquer respect. Je pense qu'il faut mieux que ce que j'ai vu là, que le propos de la réalisation, c'est-à-dire qu'on sache exactement ce qui s'est passé, qu'on établisse responsabilité. Et qu'un tribunal africain, on n'a pas besoin de la CPI, c'est le tribunal des mondialistes, ils ne foutront rien du tout. Qu'un tribunal africain prenne cette affaire en charge pour que les auteurs, les descendants, ou les auteurs, les co-auteurs, bien les descendants de ces crimes, payent le prix qu'il faut et que ce justice soit faite. Parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Nous devons également le faire et l'exiger. C'était un impératif, M. Baudelaire. Je vais être un peu très en colère ce matin, parce que lorsque vous lisez l'histoire, vous avez nos rues qui sont décorées. Vous avez, n'est-ce pas, du côté de Kinshasa, les rues qui s'appellent le Paul-Ville, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça dit qu'il porte les noms des oppresseurs. C'est acceptable cela? Dans mon pays, vous avez les rues qui portent les noms de De Gaulle, de Clerc. Vous pouvez accepter ça? Vous avez une rue quelque part en Belgique qui porte le nom de Patrice Lumumba, Maurice Mpolo ou bien Joseph Okito? Du tout. Parce qu'ils sont considérés non seulement comme étant des sous-hommes, c'était des sécessionnistes. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour ce premier jet, pour terminer pour ce premier jet, le peuple congolais est en droit d'exiger mieux que ce qu'on a vu l'année dernière. C'est de ces images que nous proposons la réalisation. On est en devoir de demander des excuses. C'est trop facile. Non seulement la famille politique de Lumumba, parce que Lumumba est en droit de demander ce qui se décompte, sa famille, c'est-à-dire sa descendance, ses descendants est en droit de demander des comptes.
Parce qu'aujourd'hui, nous savons comment ça fonctionne. Lorsque vous vous engagez à demander réparation, on vous corrompt. On l'a vu. Nous l'avons vu constamment. Il ne faut pas aborder des sujets, il faut mettre sur la table des sujets qui fâchent. Non. C'est un sujet qui doit, tant que ce n'est pas encore réglé ces contentieux-là, ça doit davantage nous révolter. Et moi, je suis très révolté ce matin quand je vois ces images. Merci à vous, monsieur Anatole Aïssi. Monsieur Tapé Groubera, comprenez-vous, ou du moins, pouvez-vous expliquer cette haine qui, à l'époque, a été nourrie autour de Patrice Emery Lumumba, notamment par la Belgique? Merci. Je vais, à la suite de mes prédécesseurs, ajouter deux petits éléments. Oui. C'est-à-dire, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a eu le discours qui est un peu ce que j'appelle l'élément qui est sorti. Mais en fait, les Occidentaux, ce n'est pas tellement ce que vous dites qui les inquiète. D'ailleurs, le système qu'ils appellent démocratique, c'est ça. C'est-à-dire, parler, on s'en fout. En France, vous avez vu, il y a eu des manifestations. Mais c'est lorsque vous agissez et que vous joignez l'acte à la parole, là, ils sont inquiets. Et je vais donner deux éléments. Lorsqu'il y a eu la table ronde à Bruxelles, avant l'indépendance, il avait été arrêté que le Congo devenait certes indépendant, entre griffes indépendant, mais était sous la tutelle du roi belge. Et Patrice Lumumba et quelques-uns ont dit non, pas question, nous devons avoir l'intégralité. C'est-à-dire on ne peut pas être État congolais, et puis on va avoir pour réel, comment on appelle, par exemple pour roi, le roi de Belgique, alors on n'est plus souverain. C'est un premier fait. Deuxièmement, et j'ai parlé de ça dans mon livre, mais que j'avais écrit à l'époque, ces Africains ennemis des Africains, j'ai aussi parlé de ce que j'appelle la transmission, l'héritage des dettes coloniales qui ont été léguées. Souvent, on en parle très peu. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Un pays comme la Guinée, qui le 28 septembre 1958 a accédé à l'indépendance, elle devait à la France plus de 2 milliards de francs français comme dette. On va laisser ça, bon, on va parler. Mais on va revenir à la Belgique. Donc la Belgique, les Belges avaient exigé, puisqu'ils avaient pris des dettes, et le montant de la dette, c'était 23 milliards de francs, qui font 570 millions, plus de 570 milliards, pardon, de francs, d'euros, donc qui avaient été contractés par les Belges à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont pris, etc., et qui voulaient transférer à, comment on appelle, à la Belgique. Patrice Lumumba a refusé. Cette dette, finalement, c'est en 1964, après sa mort, que ceux qui sont restés, comment on appelle, les collabos, ont permis que cette dette soit transférée et qu'aujourd'hui encore, les Congolais continuent de payer cette dette. C'est d'ailleurs pour ça que nous, au MORAF, nous exigeons non pas, comment on appelle, l'annulation de la dette, nous exigeons l'audit des dettes. Parce que je dis, aucun pays africain n'a accédé à l'indépendance sans être, comment on appelle, détenteur ou bien d'une dette coloniale. Et ça, c'est pas normal. Il faut qu'on en parle. Bref. Donc voilà, je peux dire grosso modo deux éléments qui affectent de facto directement la Belgique. Puisque ne pas accepter le roi comme étant le roi du Congo, alors qu'il y a un premier ministre, etc., ça, c'était décidé à la table ronde. Ils sont allés plus loin. Ils ont dit non, en attendant qu'on puisse avoir l'autonomie faite. Patrice Lumumba dit pas question. Quand nous quittons ici, nous allons là-bas. Allons-nous dire aux Congolais? Nous dirons aux Congolais que voilà, à partir de cet instant, nous ne sommes plus sur la tutelle. Donc, ça, c'était un fait concret. Et deuxième, j'ai parlé de la question de la dette. Donc, et troisième élément qu'il faut ajouter, c'est le fait que Patrice Lumumba, à un moment donné, est parti rencontrer Kwame Nkrumah. C'est là, quand il a été invité par Kwame Nkrumah. Et que là, il a fait la connaissance de d'autres Africains. Parce que comme on dit, quand je rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais quand nous rêvons ensemble, c'est le début de la réalité. Et donc, lorsque Patrice Emery Lumumba se retrouve à l'invitation de Kwame Nkrumah, il découvre d'autres frères, surtout ceux ce qu'on appelle les afro-descendants, qui lui parlent de la réalité, qui lui font comprendre qu'effectivement, parce que
ce qui s'est passé au Congo, c'était un génocide culturel. Je ne sais même pas s'il y avait plus d'une centaine de personnes qui avaient le niveau, je ne sais même pas, du CE2 ou je sais pas, de la 6e année primaire. Vous vous imaginez? Parce que ça a été décidé, ce qu'on appelle les assimilés, etc. Ils ne doivent pas aller à l'école. On avait vraiment besoin de quelques petites personnes qui savaient lire et écrire un tout petit peu. Même au temps de l'esclavage, on n'a pas permis ça, mais le Congo, la Belgique a permis ça. Et ce que vous appelez les assimilés. Et de temps en temps, ce sont ces personnes qui, voyant quelques petits privilèges, parce que c'était une très petite minorité, ces personnes-là pouvaient carrément changer et se montrer comme un condescendant vis-à-vis de leurs frères. Et c'était ça l'objectif. Et donc, quand Patrice Lumumba arrive au congrès comment on appelle, au Ghana, il découvre des Afro-Américains, des docteurs, il découvre quand même Nkrumah qui est docteur, il découvre d'autres personnes. Il découvre Félix Mimoué, qui je pense, parce que l'UPC avait envoyé des délégations à ce moment-là. Et donc, il se rend compte en réalité qu'il n'est pas seul. Et que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été raconté, ce narratif, comme on l'appelle esclavagiste colonial, qui prend seulement en compte ce passé douloureux qui, il faut le rappeler, n'a duré que 400 ans, parce que l'histoire de l'Afrique, elle est immense. Donc, ce passé-là, c'est fait partout. Malgré tout ça, il y a des résistances. Et donc, c'est comme ça que Patrice Lumumba, quand il vient, et là, il fait, comment on appelle, un meeting. Et il commence à prendre un certain nombre de dispositions. Donc, à partir de ce moment-là, on le voit plus. Pas comme quelqu'un qu'on pourrait manipuler, parce qu'avec les rencontres qu'il a fait, et on va lui coller l'étiquette de communiste. Il y a aussi le fait que, comme on appelle, l'ONU est venue, on sait que l'ONU, comme disait De Gaulle, c'est ce machin, au service des impérialistes, ça, il ne faut pas se tromper. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, voilà l'élément le plus intéressant pour eux, parce que c'est une coalition, c'est un peu ce qui s'est passé avec Kadhafi. Donc, la mort de Lumumba, certes, les Belges étaient présents, mais eux tous, ils ont été là, puisqu'on lui a collé l'étiquette de, comment on appelle, de communiste. Or, à l'époque, te coller l'étiquette des communistes, c'était comme signer ton arrêt de mort. C'est comme aujourd'hui, quand tu as l'étiquette de panafricain, de kémite, pratiquement, tu es classé. Voilà, parce que c'est une idéologie que les gens ne maîtrisent pas. Donc, voilà un peu, en gros, selon moi, au vu en plus de ce que mes frères et mes prédécesseurs ont ajouté, des éléments factuels qui ont été à la base de son élimination. Parce qu'il allait remettre en cause l'exploitation et l'oppression qui allait s'en suivre du Congo. Parce qu'on découvre le Congo et on sait, c'est l'un des, pour ne pas dire le pays le plus riche au monde, avec d'abord sa superficie. Le Congo aujourd'hui, en temps de superficie, vous prenez l'Angleterre, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, tous ces pays-là, vous les mettez dans la Belgique et il y a encore de la place. Et le Congo fait 80 millions d'habitants, alors que vous avez un pays comme l'Allemagne, qui a une superficie comme celle de la Côte d'Ivoire, qui fait 81 millions. Donc, il y a suffisamment de place. Il y a beaucoup de place. Autre élément, l'une des sources du Nil, c'est en RDC. Or, quand on parle du Nil, c'est l'Égypte antique. Vous voyez qu'il y a tellement de choses, et cet espace-là, les gens ne voulaient pas le perdre. Des causes géopolitiques, voire géostratégiques. Mais selon certains observateurs également, il se pourrait qu'il y ait eu des causes géopolitiques au départ également. C'est-à-dire à l'époque, la Belgique reprochait à M. Lumumba, un certain rapprochement avec l'Union soviétique. Oui, je l'ai dit. Mais en réalité, vous savez, on dit quand le chasseur veut tuer son chien, il lui reproche qu'il a la rage. Pour prendre le cas de Laurent Gbagbo, on a pris le prétexte selon lequel il faisait, comment on appelle, il maltraitait une partie de la population du Nord pour l'attaquer. On a le cas de, comment on appelle, Muammar Kadhafi, qui était en train de tuer les gens du Nord, de choses, etc. Oui, c'est le prétexte pour émouvoir les gens. Ils n'ont aucun élément. Patrice Lumumba allait d'abord au congrès panafricain. C'est quand même Nkrumah. C'est après, compte tenu du fait que l'ONU était là et ne faisait rien, donc il s'est tourné vers des partenaires. C'est tout à fait normal. Si vous avez un mal et que vous vous rendez compte que ce mal, vous utilisez un médicament, ça ne vaut pas. C'est tout à fait normal. Il n'y a aucune logique que vous ne changez pas de médicament. Voilà ce qu'il y a. Mais les gens vont utiliser ce prétexte
Puisqu'à un moment donné, pour que les autres pays puissent entrer dedans, il fallait dire, puisque la Belgique devait dire attention, voilà qu'il va à Moscou, il fait ça, ainsi de suite. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La coalition s'est réunie, ils se sont dit, bon, en plus, parce que la Belgique avait ses vrais problèmes, dont j'ai énuméré les deux premiers. La question du transfert de la dette coloniale à la Belgique, au Congo. Deuxièmement, il y a le fait que le roi belge, lorsque le Congo devient indépendant, téméraire. Ça, c'est des causes internes. Donc, les Belges, peut-être qu'ils en ont parlé à leurs frères européens, hein, ou bien afro-européens, enfin, euro-européens qui vivent sur le continent dit amérindien. Mais toujours est-il que, à cela, on va ajouter les différents éléments que vous avez parlé. Le prétexte, c'est qu'ils les réunissent tous, entre griffes, soi-disant le bloc de l'Ouest, c'était l'anticommunisme. Pourtant, c'est avec les communistes, c'est grâce au communisme qu'ils ont permis de liquider Hitler et ses SBI. Voilà, bref. Mais c'est le paradoxe. Mais c'est qu'ils vont présenter aux yeux du monde qu'il était communiste. Mais Lumumba n'a jamais été communiste au début. Je ne sais même pas si on peut dire même qu'il a... il y a eu des séances, des groupes de séances de travail avec du communisme. Ça m'étonnerait. Peut-être, je ne sais pas tout, mais ça m'étonnerait. Mais toujours est-il qu'il allait rendre visite aux communistes ou bien peut-être aller voir l'ambassadeur comment on appelle, de l'URSS à l'époque et puis demander des lettres. Cela ne fait pas de vous automatiquement un communiste. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, le président Sankara, qui a eu une base idéologique dès le départ. Sankara a été formé comme un marxiste. Je ne pense pas, peut-être que je me trompe, il y a mes frères qui sont là, ils vont me le dire, je ne pense pas que Lumumba ait eu une formation de marxiste avant. Seulement, c'était dans un contexte de géopolitique et de géostratégie. Il avait besoin, à un moment donné, avec ce qui, comment on appelle, la sécession qu'avait suscité, comment on appelle, la Belgique. Ça, il faut le dire. Parce que Tchombe, en réalité, c'est pas lui qui a créé ce mouvement. Ce mouvement a été créé par les Belges. Ça dit que les gens ont réfléchi. Ils se sont dit, si on doit découper la Belgique, le Congo en deux. Donc les Belges avaient décidé de récupérer cette partie-là, la région du Katanga. Et donc, à un moment donné, avec cette histoire d'indépendance, des mouvements d'indépendance, ils sont retirés, ils ont mis un Africain, ouais, hein, comme on a mis donc Tchombe devant. Et donc, c'est comme ça ils l'ont poussé. D'ailleurs, il y a des reportages où, vous voyez, derrière Tchombe, vous avez une multitude de Belges qui sont ses conseillers. Donc, eux, ce qu'ils ne peuvent pas dire, comme disait le professeur, comme on appelle Jean-Marie Adiafi, les Blancs, c'est pas parti, ils n'ont fait que changer de peau. Donc, ils ont mis Tchombe devant, mais Tchombe était le seul, et derrière, eux, tous étaient là. Donc, leur réalité qu'ils ont traduit, ça veut dire que la zone où il y avait les diamants et autres, tout ça, ils voulaient l'avoir. Et c'était, les documents existent, c'était en préparation. Là, à la veille de l'indépendance, ils voulaient avoir ça. Mais c'était trop flagrant. Et pour ce faire, donc ils ont mis Tchombe, Moïse Tchombe devant. Et voilà un peu ce qu'il en est. Donc, tous ces différents éléments-là, en fait, il y a l'élément géopolitique, géostratégique, mais on a mis le couvert selon lequel il serait communiste, ce dont j'en doute beaucoup, pour véritablement atteindre leur objectif, parce que la haine avec laquelle il a été assassiné, honnêtement, tout à l'heure, mon frère Anatole Aïzi en a parlé, la haine avec laquelle il a été assassiné, je le dis avec vraiment beaucoup de colère. Je n'ai jamais entendu, je dis bien, peut-être que je peux me tromper, je n'ai jamais entendu, que ce soit en Belgique où je suis, ou en France, ou même aux États-Unis où j'ai jamais été, dire que on a eu un nazi, on l'a tué et on a gardé sa tête. Mais nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls, les peuples négro-africains. Donc, quand les gens ils assassinent nos leaders, ils gardent la tête. Alors, je vous parle, vous avez 33 têtes de Congolais qui sont ici, même dans les universités. Hein? Vous avez le roi, son nom, Nguizi, son nom, j'espère, m'échappe. Vous avez 33 traînes. Donc, un roi qui est ici. La France détient près de 400 têtes de Marocains, d'Africains, etc. Vous imaginez. Alors qu'on m'a jamais parlé de la tête, même de l'oreille d'un seul nazi. Pourtant, on nous clame partout que les nazis sont des mauvais, mais nous, car vont nous faire de si mal pour qu'effectivement, il y ait cette extrémité.
Ah, voilà. Merci à vous, M. Tapé Groubera, pour toutes ces précisions autour de ces causes géostratégiques, géoéconomiques, voire également géopolitiques, avec notamment ce rapprochement avec Kwame Nkrumah que vous avez évoqué tout à l'heure, à l'époque également, selon les causes, ou du moins les prétextes pris par la Belgique. On lui reprochait notamment son rapprochement avec l'Union soviétique. Mais il y a surtout, Monsieur Katala, ce flou qui entourait les circonstances de son assassinat. Parce qu'il a assassiné sur la route au niveau du Katanga. Et à l'époque, on se souvient que les Belges ont voulu faire croire aux Congolais que ce sont leurs frères, ou du moins que ce sont les Congolais qui ont assassiné leur frère Patrice Lumumba. Bon, le problème est que l'impérialiste ne peut pas simplement venir et puis faire des choses sans passer par des traîtres. Vous voyez, ça c'est l'entre parenthèse. Je crois qu'en le disant, ça ne va pas déranger beaucoup plus mes compatriotes. Parce que la RDC, nous avons beaucoup de dialectes, plus de 400 dialectes, mais nous avons 4 langues nationales. Et dans ces 4 langues nationales, nous avons les Kikongo, les Lingala, les Chiluba et puis les Swahili. Alors, ces 4 langues nationales aussi définissent les comportements des personnes qui sont ceux-là qui parlent ces langues-là. Donc, nous voyons, quand le Belge arrive, il étudie bien l'homme congolais. Il constate qu'il est très facile de manipuler le Bas-Congo. C'est de là que ressort le président Kasavubu. Vous voyez, il était déjà traître, manipulé. Donc, il était comme un lâche. Et il constate que chez les Katanga, les Soreliphones, bon, là-bas, on pouvait aussi les prendre, les manipuler comme ils veulent. Pourquoi? Parce que quand mon frère a parlé de sécession, prétendu que c'est Lumumba qui était sécessionniste, donc ce sont les gens de Katanga. Quand Lumumba fait le discours, ces impérialistes constatent qu'il n'est pas dans leur idéologie. Alors, ils viennent derrière les Katangais maintenant pour le pousser à faire la sécession. Donc, pour diviser la République du Congo. Prendre les Katanga où il y a des minerais, il y a cobalt, il y a cuivre, tout ça, pour qu'ils puissent savoir diriger cela. Mais ils le font avec qui? Avec les Congolais. Vous voyez? Or, comme notre écrivain le disait là-bas, on prend simplement une personne qu'on présente comme l'étiquette, mais ils sont là derrière, en train de commanditer tout ce qu'ils sont en train de faire. Et par après, ils prennent maintenant les Bassoïli. Les Bassoïli, ce sont maintenant les gens qui sont venus accomplir leur projet en tuant Lumumba. Donc, ce sont les Mobutu, vous voyez. Donc, quand on parle de Bakongo, on voit Kasavubu qui était à la tête, qui pouvait faire la traîtrise. On voit les Bassoïli, ces gens qui ont provoqué la sécession. Donc, et puis, il y avait aussi les Bangals. Maintenant, il y a les Baluba. Les Baluba, c'est là que sort Lumumba. Bon, maintenant, chez les Baluba, les Belges ont compris que ces gens sont vraiment des vrais nationalistes. Et c'est pourquoi même en partant, ils ont dit que jamais un Lumumba ne deviendra jamais président au Congo. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient que quand ils viennent, ils peuvent facilement manipuler les autres, je peux dire, facultés linguistiques. Donc, mais les Baluba, c'est très difficile. Ils sont tellement fiers de leur nationalisme, ils n'aiment pas qu'on vienne les manipuler ou bien les malmener n'importe comment. Et c'est par là qu'ils ont dit qu'il n'y aura jamais un président au Congo qui soit Muluba. Et vous voyez maintenant, on a un président Muluba. Vous voyez que l'orientation de Tshisekedi est en train de marcher dans l'esprit de Lumumba. Vous comprenez? Bon, il est vrai que tous nous sommes pas du tout contents de reliques qu'on a ramenées, mais la famille biologique de Lumumba était toujours en deuil plus de 60 ans. Même la RDC entière était en deuil plus de 60 ans. Parce que après avoir assassiné brutalement Lumumba, ils ont découpé les corps et puis ils ont brûlé ça dans l'acide. Donc il n'y avait pas une sépulture normalement qu'on pouvait honorer notre héros. C'est pourquoi, et puis nous sommes africains, il y a aussi des choses qui se passent derrière toutes ces choses-là. Tshisekedi étant venu, il est vrai que nous sommes vraiment touchés, profondément touchés, mais la meilleure façon de bien traiter notre ennemi, c'est de se rapprocher de l'ennemi. Si tu es à distance de l'ennemi, tu ne peux pas. C'est pourquoi lui, étant quelqu'un qui a même aussi passé beaucoup de temps en Belgique, il connaît un peu tous les rouillages. C'est pourquoi il s'est rapproché d'eux. Normalement, on est en train de réclamer petit à petit la justice. Ça doit être fait. La justice doit être faite. Pourquoi? Parce que la Belgique a tellement peur du fait que
si on arrive à ce point, ils ont beaucoup à donner à la RDC. Vous voyez. Nous sommes au courant de toutes ces choses-là. Donc, quand les Belges ont compris ça, ils ont dit que non, un Moulouba ne peut jamais. Vous voyez maintenant que quand Tshisekedi entre au pouvoir, c'est un Moulouba. D'abord, il y a le révolutionnaire Lumumba. Après, les siens Tshisekedi, c'est toujours Moulouba. C'est lui qui est le père de la démocratie. C'est lui qui, les impérialistes, quand ils ont compris son idéologie politique, ils ont dit que jamais lui ne sera jamais président. Dieu merci, aujourd'hui, son fils, il a pris de son père, il a pris de Lumumba, il a pris des autres, que ce soit des autres Africains. Parce que quand il prend le pouvoir, beaucoup de panafricains ne l'ont pas bien compris. Mais c'est au fur et à mesure qu'il commence à monter, qu'il commence à comprendre. Vous voyez, aujourd'hui, nous pouvons comprendre que tout ce qu'ils avaient prophétisé que non, Moulouba ne peut pas être au pouvoir parce qu'il connaissait vraiment le nationalisme et puis l'africanisme que portent les Balouba. Bon, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a un Moulouba qui est au pouvoir et nous voyons réellement l'idéologie de Lumumba qui est en train de prendre place. Si on avait pris ces reliques-là, c'était simplement pour essayer de donner aussi de la sépulture à Lumumba, l'honorer comme il devrait être honoré, et puis enlever aussi, je peux dire que le veuvage sur la famille de Lumumba. Bien sûr qu'ils sont toujours dans des démarches avec le gouvernement congolais, avec le président congolais, pour que la justice soit faite. Oui, donc, parce qu'ils sont toujours dans cette démarche-là. Malgré que Pablo, quand il voit, donc, il est avec le roi belge, c'est une façon de se rapprocher pour aller, parce que tu ne peux pas faire le bras de fer avec eux. Ouais. Même aujourd'hui, ils cherchent partout les moyens pour éliminer Tshisekedi. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'enlever l'air même sur les minerais, les richesses congolaises. Vous voyez, quand nous le disons, il y a même les nationalistes ou bien nos frères africains qui se laissent faire par ces impérialistes pour toujours venir imposer l'autorité de ces gens-là sur nous. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Ce sont les Africains qui sont avec eux pour déstabiliser la RDC. Mais par la sagesse de Dieu et puis par je peux dire le réveil patriotique, c'est en train de se détacher petit à petit de ces gens-là. Oui. Merci à vous, M. Katala. Alors, M. Anatole, ici un mot sur ce mode opératoire dont parle M. Katala, c'est-à-dire la tactique à l'époque, c'était diviser pour mieux régner, se servir des appartenances ethniques, mais surtout d'un des proches de Patrice Lumumba pour le renverser. Vous savez, tout à l'heure, comme je vous ai dit, lorsque c'est pas eux qui doivent écrire notre histoire. C'est nous qui devons la réécrire, cette histoire, telle qu'elle nous a été présentée, ou nous est présentée, elle est erronée. Patrice Lumumba est présenté comme un sécessionniste radical. Il a été présenté par l'impérialiste belge comme étant un illettré. Le discours qui nous a été proposé par la réalisation, vous l'avez d'ailleurs indiqué, c'était un discours qu'il n'avait pas préparé. Et le programme n'avait pas, je veux dire, dans le programme, il n'était pas prévu un quelconque discours de Patrice Lumumba. C'est au regard de l'ambiance et du narratif qu'il a entendu dans la salle qu'il a donc tenu ce discours et qui a mis en porte-à-faux les Belges. Quand on regarde la salle, vous voyez qu'il y a plein de locodèmes, n'est-ce pas? Non seulement il les a mis en porte-à-faux par rapport à tel qu'il avait été, par rapport à ce qui avait été présenté de sa personne comme étant un illettré. Deuxième chose, ils ont trouvé que c'était un affront, une sorte de mépris, d'humiliation à l'endroit du fameux roi belge. Donc, il y a dans le document qui dit que c'est à partir de là qu'il a donc scellé sa mort. Et comme il était devenu populaire, parce qu'il était devenu, quoi qu'on en dise, il était devenu populaire parce que c'était un indépendantiste. Parce que pour lui, il en avait marre. N'oublions pas, quand même, pour convoquer les éléments historiques, les Congolais étaient sous colonisation belge. Et nous connaissons toutes les exactions qui ont été commises dans le contexte de la colonisation belge en République démocratique du Congo.
Il a donc dénoncé ça de manière solennelle devant l'aéropage belge. Ce qui lui a valu donc cette déferlante haineuse, c'est-à-dire passer devant le prêteur d'exécution, scier son corps, l'inhumer, exhumer et tout ce que vous voulez. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense qu'aujourd'hui, il est important. Il est important pour nous les panafricanistes de porter les combats que les autres n'ont pas pu porter, qu'on ne peut pas porter. C'est notre responsabilité. Je dis bien, c'est notre responsabilité. Est-ce que la Belgique est capable, du moins ce qu'ils diraient, ces pays sont capables de se regarder dans le miroir et continuer de regarder les Congolais avec condescendance tel qu'ils le font? Je ne pense pas. Est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis, à travers leur agent de la CIA de l'époque, Mobutu, sont capables de nous enfumer tous les jours avec des questions de respect des droits humains, des droits de l'homme, lorsqu'ils ont contribué à un crime contre l'humanité en République démocratique du Congo? Ce sont des questions auxquelles nous devons apporter des réponses. Ce sont des questions que nous devons leur poser. Maintenant, donc, c'est essentiel. Aujourd'hui, pour revenir à votre thématique, c'est un crime. Est-ce que ce crime est impuni? Bien évidemment, c'est impuni. Pour eux, ils ont présenté peut-être des excuses. Basta. C'est trop facile, je l'ai dit, c'est trop facile. Je pense tout à l'heure, mon frère qui est de l'autre côté de la Belgique, l'a indiqué que ce soit dans le génocide arménien ou de la Shoah, vous n'avez jamais entendu qu'on a découpé un corps pour le présenter comme étant un trophée de guerre ou bien un trophée de chasse. Jamais. Mais c'est toujours chez les Noirs où vous apprendrez qu'on a gardé un doigt dans un bocal, on a gardé une dent quelque part, on a gardé une tête humaine quelque part dans un musée. Je pense qu'il nous appartient à nous de mettre un stop. Et je pense également qu'il faut sortir des discours du combat idéologique pour à un moment donné passer aux actes aussi. Pourquoi est-ce qu'ils sont... Pourquoi s'ils tombent en transe lorsqu'il s'agit de la crise qui est actuellement en cours du côté de l'Ukraine? Parce qu'ils nous ont présenté l'Europe, ils ont toujours présenté l'Afrique, je veux dire, ils ont toujours présenté l'Afrique comme étant ce continent de coup d'État, de conflits armés et tout y quanti. Mais ils ont toujours présenté l'Europe comme étant un continent de grande démocratie, centenaire, bicentenaire, tout est beau dans le meilleur des mondes possible. Mais ils n'avaient jamais envisagé que ce qu'ils reprochent ou disent du continent africain pouvait se dérouler en territoire européen. C'est pour cela qu'ils fourguent les armes, qu'ils font une guerre par procuration, contre la Russie du côté de l'Ukraine. Parce que, justement, leurs mensonges sont battus en brèche. Moi, je n'ai pas envie de m'approprier le narratif, comme je l'ai dit tantôt, des bourreaux. Nous avons besoin de connaître la vérité. Les Congolais ont besoin de connaître la vérité. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on peut vouer une haine contre quelqu'un à ce niveau-là? C'est-à-dire la voix qu'un corps qui est désormais inerte, vous le découpez, vous l'exhumez, vous l'inhumez à nouveau et vous l'exhumez pour en faire un trophée de chasse. C'est un problème. Même moralement, moralement c'est inacceptable. Qu'est-ce que le gouvernement congolais a engagé comme action, pas seulement politique, peut-être juridique, contre l'État belge?
qui est co-responsable, puisque c'est lui qui officiait à l'époque comme commissaire colonial, c'est-à-dire Gérard Swett, a agi sur instruction du roi belge Baudouin Ier. Mais qu'est-ce que l'État congolais a engagé comme action dans ce sens? Il s'agit d'un fils du pays. Vous avez tout à l'heure, vous avez dit qu'ils ont... Est-ce que la République démocratique du Congo ne se heurte pas également à l'éternelle question mémorielle qui entoure pratiquement tous les pays du continent? C'est-à-dire à chaque fois on demande justice et réparation, mais on semble débouté et député pratiquement à chaque fois parce que ces anciennes puissances, ou du moins ces puissances impérialistes, colonisatrices, jamais elles insistent là-dessus, elles ne demanderont pardon pour toutes les exactions commises en Afrique. Est-ce que ce n'est pas également le cas pour la République démocratique du Congo? Maintenant, j'y arrive. Maintenant, pour me poser une question, j'y arrive. Oui, par rapport au divisé pour mieux régner. Vous savez, très souvent, ces bourreaux, ces criminels, profitent de nos contradictions internes. Et c'est même là le nœud du problème. C'est-à-dire qu'ils ont profité des contradictions, nos contradictions internes, pour mettre de côté, pour justement diviser l'opinion congolaise qui prenait déjà fait et cause pour Patrice Lumumba et ses camarades. Et ils ont donc constaté que on pouvait manipuler telle population de telle région du Congo pour le retourner contre justement Patrice Lumumba. Ces bourreaux, qui sont-ils? Ces bourreaux sont son propre frère. Hein. Ce qui constituait le peloton d'exécution, ce ne sont pas des Belges. C'était des Congolais. Qui n'étaient pas du Katanga comme lui. Qui n'étaient pas du Kassai comme moi. Voilà. Ce sont des Katangais. Voilà, c'était des Katanga. Les Katangais, voilà. Donc, qui n'étaient. C'est-à-dire, voilà le problème. C'est-à-dire, ils se retournent contre vous, vos propres frères. Et dès lors, du point de vue pénal, ils vont dire qu'ils ne sont pas responsables parce que ce ne sont pas eux qui ont tenu les armes, mais ils sont responsables. Il y a un responsable direct, il y a un responsable indirect. Parce que ce sont les donneurs d'ordre. Mais Gérard Swett agissait pour le compte de qui? De qui a-t-il reçu les instructions? La question de moi. Maintenant, en ce qui concerne les questions mémorielles, je crois qu'il s'agit d'une question de volonté. Vous savez, et de courage politique. Comment est-ce que les Juifs ont-ils fait pour exiger réparation? Pourquoi est-ce que l'Algérie arrive à imposer le respect par rapport au génocide dont une partie de ces populations a été victime? Parce que c'était une volonté politique. Il y a en Algérie. Vous pensez que c'est ce qu'il n'y a pas aujourd'hui en RDC? Je pense qu'il y a des contradictions internes en aide de semaine débattues d'une thématique ici qui mettait en perspective le fait que vous avez une certaine opinion congolaise qui est contre le président Tshisekedi. Nous avons mis en perspective trois larrons là. Il croit qu'il était sur le plateau. Katala. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que et dans certaines contradictions, et lorsque les enjeux sont importants, vous mettez vos clivages politiques au placard pour régler vos problèmes internes. C'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que lorsque les Belges ou les Français sont confrontés à des enjeux importants, ils mettent leur clivage politique au placard pour régler, pour s'aligner devant le drapeau. Sur le drapeau, tant pour moi. Et il est important que sur cette question, en ce qui concerne justement l'assassinat de Lumumba et ses camarades, que les Congolais se mettent ensemble sur le drapeau pour régler cette question. Il ne s'agit pas de questions de clivage politique, idéologique, ou tout ce que vous voulez. Non, il s'agit d'une question centrale qui concerne l'histoire globale de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'assassinat de ces héros. Si aujourd'hui, le Congo est indépendant, c'est grâce à qui? Si on parle d'indépendance, même si c'est une indépendance superficielle, factice, mais c'est qui? C'est grâce au courage politique qu'aura eu Lumumba et ses camarades. Donc je pense qu'aujourd'hui, au-delà des clivages politiques,
ou il y a des clivages idéologiques ou des chapelles religieuses, il est important et urgent que les Congolais, nous avons la chance d'avoir un Congolais sur ce plateau, qu'ils mettent dans les placards leurs contradictions politiques pour que justice soit rendue et que les réparations conséquentes soient exigées au bourreau, c'est-à-dire le commanditaire de ce crime, c'est-à-dire l'État belge. Je veux terminer en revenant justement sur la question mémorielle que vous évoquez. Il ne faut pas que nos questions mémorielles se limitent au niveau des débats. Comme c'est le cas ce matin, il faut que ces questions soient abordées sur le plan pratique. C'est-à-dire que lorsque nous posons des actes, quitte à créer des plateformes pour ce faire, vous avez des ONG sur le continent africain, malheureusement financées de l'extérieur, qui devraient porter ce combat. Mais est-ce que pour régler la question de la Shoah ou la question des Arméniens, les Juifs ont été obligés de s'organiser en ONG? Ça a été réglé sur le plan politique. Parce qu'il y a eu un courage politique, il y a eu une détermination pour que cette question soit réglée. Mais ça veut dire que si nous ne sommes pas capables de prendre cette posture, il y a un problème. Il y a absolument un problème. Donc nous devons avoir le courage de prendre nos responsabilités lorsqu'il s'agit des questions aussi évidentes et centrales. Merci à vous, M. Anatole Aïssi. Puisque nous parlons des questions mémorielles, je reviens vers vous, M. Tapé Grobera. En 2022, précisément, la Belgique a entrepris une opération qu'on pourrait qualifier d'une tentative de mea culpa en décidant de rendre à la République démocratique du Congo une dent. La toute dernière, d'ailleurs, de Patrice Lumumba. Une initiative qui a été diversement appréciée car de nombreux observateurs à l'époque ont estimé qu'il s'agit non seulement d'un manque de respect pour l'homme qu'il a été, mais également pour le peuple congolais. Quel est le commentaire que vous pouvez faire à la suite de cette cérémonie, bien sûr de cette cérémonie à laquelle on a assisté en 2022? Votre micro, monsieur Tapé Grobera. Voilà, allez-y. Monsieur Tapé, toujours pas, on n'arrive toujours pas à vous suivre. Oui, allez-y, c'est bon. Je pense que cette fois, c'est la bonne. Ça s'entrecoupe, monsieur Tapé Grobera. Je pense qu'on prendra un peu de temps de votre côté pour qu'on puisse régler cela, pour que nos téléspectateurs, nos auditeurs, voire internautes puissent recevoir votre signal convenablement. Alors, je reviens vers vous avant qu'on ne retourne en Belgique, retrouver Tapé Grobera, monsieur Katala. Il y a cette justice qui est demandée aujourd'hui autour de l'assassinat de Patrice Lumumba. Mais concrètement, qu'est-ce que les Africains et qu'est-ce que les Congolais doivent attendre de cette justice? Il faut qu'il y ait reconnaissance et puis pardon et puis réparation. Vous savez, il doit y avoir une idéologie politique quelconque pour aboutir aux objectifs bien déterminés. Parce que quand nous regardons dans notre pays, ce pays a été infiltré à tous les niveaux. Et c'est ce qui fait que beaucoup de ces autorités qui se retrouvaient sur ces pays n'étaient pas en train de travailler pour l'avantage des Congolais, bien des pays de la RDC. C'est ce qui fait que quelqu'un qui est là, il a ses intérêts égoïstes, il travaille pour d'autres pays. Comment est-ce qu'il peut se déranger d'aller chercher justice pour ces Congolais qui n'est même pas en train de travailler pour eux? C'est pourquoi ça a traîné, ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce que ces impérialistes-là, ils savent comment manipuler les Africains.
mon frère l'a dit ici. Vous voyez, par exemple, nous avons une guerre d'agression, mais il y a des opposants à Kinshasa qui ne peuvent pas condamner le pays qui est en train de nous agresser. Pourquoi? Parce qu'ils ont des relations avec ces pays-là qui les soutiennent dans ce qu'ils prétendent faire comme politique. Il a fallu qu'on trouve maintenant quelqu'un qui a cette idéologie, qui a l'amour du pays, qui a l'amour des Congolais pour entamer cette étape-là. Le fait déjà même que les Belges reconnaissent et puis nous remettent cette relique, ça c'est déjà une preuve pour dire que vous n'avez plus rien à nier. Pourquoi? Parce que voilà, ça sort de vous. Bien sûr que nous connaissons l'histoire, comment ça s'est passé, mais là c'est aussi une preuve. Bien sûr que ça fait mal, mais c'est aussi une preuve qui prouve que non, vous n'avez rien autre à douter. Et puis, ce sont des choses qui vont étape après étape. Parce que la justice, ce n'est pas quelque chose qui va aller en un clin d'œil comme ça, non. C'est quelque chose qui est beaucoup étudié. Et les plaintes ont été déjà déposées, que ce soit par le gouvernement, que ce soit par la famille. Donc, ce sont des choses qui vont aller, qui vont prendre parfois un temps, mais un jour, la justice sera faite pour le problème de Patrice Emery Lumumba. Donc, j'avais vu, j'ai beaucoup d'exemples ici au Cameroun, quand il y a une situation, je trouve que le patriotisme, ça fait que tout le monde fait un bloc pour défendre, que ce soit les opposants, que ce soit ceux qui sont au pouvoir. Mais c'est ce qui manque chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces opposants qui sont des infiltrés, qui ne sont pas des Congolais normalement d'origine. Et les autres peuvent être des Congolais d'origine, mais leur façon de faire n'est pas pour l'intérêt du Congo, mais pour les Congolais. C'est ce qui fait que ça a fait traîner les choses. Ça fait traîner les choses. Mais d'autres régimes qui sont venus avant, ils n'ont même pas lancé cette démarche-là, là où nous sommes aujourd'hui. Il a fallu que quelqu'un qui a cette volonté puisse commencer. Je crois que le train est déjà en marche. Nous arriverons à la justice et à la réparation. Parfois même la justice et la réparation, nous n'avons pas besoin parfois qu'on nous donne quelque chose. Mais il faut la reconnaissance, demander pardon pour que les esprits se calment au moins du fait que non, voilà, ces gens, ils ont reconnu ce qu'ils avaient fait à l'égard de nous, les Congolais. Justice, réparation pour vous. D'ailleurs, c'est ce que vous attendez de toutes ces initiatives jusqu'ici qui sont prises. Alors, M. Tapé Groubera, je pense qu'on va essayer un autre jet en direction de la Belgique. On revient vers vous. Faut-il aujourd'hui saluer cette initiative prise par Berne en 2022, celle de restituer une dent à valeur de relique, celle qui devrait notamment permettre aux Congolais de faire leur deuil? Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait saluer cette initiative de Berne? Oui, permettez, je voulais, si vous m'entendez, j'espère maintenant. Oui, parfaitement, M. Tapé. Voilà, merci. Donc, permettez que je revienne sur deux petits trucs avant de répondre directement à votre question. Oui. En fait, je pense, mon frère Aïzi l'a dit tout à l'heure, et je viens sur lui, pas pour porter forcément de la contradiction à mon frère Katla, mais ce que je voudrais dire, c'est que la plupart du temps, nous les Africains, nous portons notre combat, nous perdons notre énergie, la plupart du temps, sur ce qu'on pourrait appeler les traites, et qui continuent, comme l'a dit mon frère Aïdi, qui sont en réalité des contradictions secondaires. Je vais, si vous permettez, montrer deux choses. La première, c'est que vous avez ici, voilà, la France, il y a eu 1038 personnes qui ont été décorées par la Croix de Lorraine. Je donne ça. Ça, c'est la France. Ça dit que lorsque ce qu'on appelle les soi-disant résistants, ils sont 1038. Sur la Croix, vous avez là. Et vous avez donc les mémoires de De Gaulle. Lui-même, voilà ce qu'il dit. Général De Gaulle, son mémoire. Je vais vous lire ici. Je suis donc à la page 127. Il dit, quant aux 38 000 condamnations à la détention prononcées au cours de la justice, elles furent dans leur ensemble équitables et modérées. Il y eut dans le même temps 55 000 en Belgique, plus de 50 000 en Hollande. Et derrière, je ne vais pas tout lire ici, il parle des milices, les légions des volontaires français ou les phalanges africaines. Vous imaginez seulement, pour ce qui est de, comment on appelle, de la libération entre griffes de la France et de l'Europe, je vous ai cité, c'est pas moi, c'est De Gaulle qui donne ses références, le nombre de traites. Ça, c'est quelques-uns que les justices ont condamnés. Or, quand vous regardez la télévision, que ce soit belge, où je suis, ou bien en France, on parle toujours des résistants. Très peu de temps, on parle de Pétain.
Très peu, très rarement d'ailleurs. Mais nous, les gens nous amènent à ce que nous voyons les uns contre les autres. On ne peut pas, on dit, malgré le fait qu'il y ait des pièges dans la forêt, les animaux ne se taisent pas, elles sortent, elles bougent. Lumumba, quand il le faisait, il était seul. Enfin, peut-être avec quelques amis. Mais il n'a pas cherché à dire que Kassavubu allait être un traître, déjà, etc. Il allait droit. Fixons nos objectifs sur ce qu'on appelle la contradiction principale. Mon frère Izzy l'a dit tout à l'heure. Une fois que nous fixons sur la contradiction principale, le reste viendra. Si nous perdons notre temps, hein, et vraiment, je parle ici à tous mes frères, notamment ceux du Congo, de vouloir classifier, de se mettre dans le narratif, comme disait tout à l'heure mon frère Izzy, des colons, pour dire que celui-là, il est beau. C'est ce qu'ils ont fait au Rwanda. On a montré que d'autres étaient Tutsis, d'autres étaient Hutus, d'autres étaient Trois, sur des bases fallacieuses et fausses. Et pour que cette contradiction qui est secondaire, on arrive à ces crimes-là. C'est la même chose. On va donner que les gens du Kassai sont les plus bons, ceux-là sont les gens de traite, etc. Il faut que nous quittions dedans. Ça, c'est la première des choses que je voulais dire en tant qu'Africain. Ici, prenons l'exemple même de la guerre actuellement, hein, en l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. Il y a des Français qui sont interdits de chaînes. Il y a des Belges qui sont interdits de chaînes. Pourtant, ils sont belges. Pourtant, ils savent ce qui se passe. Un monsieur comme Michel Collomb en Belgique, je ne l'ai jamais vu sur une seule chaîne, comment on appelle, belge. Pourtant, c'est un monsieur qui est allé en Afghanistan, en Irak, etc., en Syrie. Parce que ce qu'il dit ne les arrange pas. On ne le montre pas. Julien Assange, pourquoi on le poursuit? Il a tué qui? Personne. Il a simplement mis dehors hein, des systèmes d'exploitation qu'utilisaient les États-Unis. Donc, la question des traites, elle est partout. Ne perdons pas, selon moi, notre temps sur ça. Maintenant, je reviens à la question que vous m'avez posée. Moi, avec tout le respect que je dois à mes frères, c'est vrai, nous voulons que le Premier ministre Patrice Emery Lumumba ait une sépulture. Mais qu'est-ce qui nous prouve que la fameuse dent qui a été donnée, ou bien je ne sais pas quoi, c'est la sienne réellement? Qu'est-ce qui nous prouve? Rien absolu. Moi, je suis quelqu'un qui souvent, bon, maintenant je le fais moins, mais je vais souvent manifester. On organise des manifestations. Samedi, il y a une manifestation pour soutenir nos frères du Congo par rapport à l'exploitation qui est faite ce samedi. Donc, c'est la diaspora africaine de Belgique qui organise ça. Et il y a une place Lumumba, mais qui a été obtenue à la suite du combat. Et là, je salue mes frères Moïse Osso, qui est du Cameroun. Comment on appelle, Yves Ledonou, qui est du Togo. Comment on appelle, le député Calvin Suarez, qui est togolo, comment on appelle, camerounais. Sur cela et d'autres associations qui sont battues comme Mémoire coloniale, etc., pour obtenir, au bout, après 15 ans de combat, pour obtenir une place Lumumba à ce qu'on appelle l'espace, à l'entrée du marché qu'on appelle le Matongé. Donc, c'était vraiment une lutte aride. Donc, pour la question, qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment le reste? Et la foutaise, excusez-moi l'expression, parce que le monsieur, ce sergent a fait son interview, je crois, dans les années 2000, tout au début des années 2000. Et quand vous voyez, je l'ai regardé une fois, je n'ai plus voulu parce que tellement, à l'époque, on n'avait pas cette possibilité de faire quoi que ce soit. Bon, même si maintenant on ne peut pas le faire, mais je veux dire, on n'avait pas la possibilité d'avoir des chaînes comme les For You Media aujourd'hui, qui nous permettaient de nous exprimer. Mais j'avais la haine, j'avais une colère en moi. Et il le disait avec beaucoup de désinvolture. Si Lumumba, j'ai pris, il paraît qu'il a on dit il a des parce que ce monsieur, il ne parlait pas français, quelqu'un traduisait. Donc, s'il revient, comme on dit, il peut revenir, il sera édenté. Donc, j'ai pris 2 dents et puis sa mâchoire. Vous imaginez? Et puis il le dit. Et puis il le dit avec désinvolture. Comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, il est mort. Et non, ce n'est pas sur une chaîne anodine, c'est une chaîne publique européenne. Il est mort de manière anodine. Il y a eu un Belge qu'il faut saluer. Son nom me viendra, qui avait écrit un livre. C'est lui qui allait faire enquête, qui s'est battu. Les éléments. Et après, la fille, donc lui, le même Belge, son nom me viendra tout à l'heure, il a écrit sur Lumumba. Donc, il allait porter plainte. Là-bas, pourquoi on restitue les éléments? Il n'a pas fait. C'est après la fille, après la mort de son père, a dit que les éléments sont là, etc. Et là encore,
La fille n'a pas été entendue. Le monsieur, il est mort peinard. Il a droit à une pension. Et sa fille, elle a restitué des choses. Maintenant, est-ce que, comme nous avons appris, comme lui-même il avait dit, qu'il avait la mâchoire de Lumumba, et qu'on a récupéré des documents de son père, à supposer un instant qu'on ne voit plus ça, est-ce que cela ne va pas nous choquer? Est-ce que pour autant, je dis bien, ce sont des interrogations, est-ce que, excusez-moi, je vais être méchant, la dent de quelqu'un d'autre qui ne serait même pas un Africain, qu'on aurait restitué là? Vous voyez, c'est pour cela d'autres, à l'époque, nous, je fais partie de ceux-là, nous avons demandé qu'il y ait vraiment un test d'ADN. Parce que c'est des enfants de partir de Lumumba vivre. Pour ne pas qu'on nous floue. Ça, c'est donc cet élément. Deuxièmement, il y a cette manière assez facile. D'abord, les Occidentaux, dans leur grande, eux tous, ils vont d'abord par le déni. Mes professeurs l'ont expliqué. Quand ils parlaient, ils ont dit que ce sont les Congolais qui ont tué les Congolais, etc., etc. Bon. Moi, cette thèse-là, elle ne me convainc pas. Lumumba a été transporté de Albertville, qu'on appelle Kinshasa aujourd'hui. Non, pardon, comment on appelle à l'époque, je ne sais pas si c'est Albertville, de Kinshasa, qu'on appelle Kinshasa aujourd'hui, pour être envoyé au sud. Mais il est parti en avion. Quel Africain à cette époque savait conduire un avion? Et les images existent. On voit ceux qui transportaient Lumumba. C'est vrai, il y a eu des militaires de, comment on appelle, de Mobutu qui le tabassaient, et il était encore vivant. Mais pour l'envoyer dans cette région, ce sont les Belges. Ensuite, le monsieur qui parle, dans ses propos, si vous écoutez sa vidéo, il dit, après qu'on l'ait enterré, il est revenu avec son compagnon, un autre Belge, pour le découper. Question, s'il n'était pas présent, comment peut-vous retrouver? Il peut retrouver la tombe où Patrick Lumumba, Maurice Mpolo, Joseph Okito ont été inhumés. Comment lui peut le retrouver s'il n'était pas présent? Pourquoi je pose ces questions? Dans ce que les Belges disent, ils disent qu'ils ont une responsabilité morale. C'est-à-dire qu'ils auraient dû empêcher. Non, ce n'est pas une question de responsabilité morale. Ils font partie de ceux qui ont assassiné Lumumba. Parce que le monsieur, c'est pas, on peut dire peut-être c'est un mercenaire, on peut comprendre, mais il faisait partie de la force publique. C'est-à-dire, c'est comme vous prenez un militaire et l'armée de tel pays qui commet un tel acte. Aujourd'hui, je prends, on peut même si on veut parler de quelle responsabilité. Hitler, qui peut nous montrer que Hitler a utilisé une seule fois, une seule balle pour tuer un juif? Personne. Mais pourquoi c'est Hitler qui est venu? Parce que c'est lui qui donne les ordres. Pourquoi on en veut à Hitler? C'est parce que c'est lui qui aurait donné des ordres. Je vais mettre au conditionnel. Pourquoi on en veut à Himmler? C'est parce que c'est lui qui aurait donné des ordres. Parce qu'il y a eu ceux qui sont là, qui descendent, ils ont des Kalachnikov, sont ceux qui tirent. Mais ceux-là, pourquoi, dans le procès qui a eu lieu à Nuremberg, on les a mis de côté et on a pris les responsables? Pourquoi dans ce cas-ci, on veut donner l'impression que c'est quelques Congolais ou bien c'est sauté? Non, ceux qui ont permis, parce que ce monsieur-là, il n'a pas fait à l'insu de son gouvernement, c'est pas possible. À moins qu'il y ait vraiment ce désordre dans ce gouvernement, ben, ce dont j'en doute fort. Donc, il y a toutes ces différentes questions. Je l'ai dit tout à l'heure en faisant le parallèle avec la dette. Nous ne voulons plus cette histoire de c'est bon, un pardon qui vient de nulle part. C'est un peu comme dans un foyer, vous êtes en erreur, moi je préfère aujourd'hui accuser les hommes, vous avez découché, votre femme vous a pris, bon, et les gens viennent, bon, je demande pardon. Mais pardon pourquoi? Pardon pourquoi? C'est ça la question. Sur le plan historique, rien n'est passé. C'est comme des gens se réunissent, un monsieur réunit sa famille et il dit, bon, voici mon oncle qui est là, il veut vous tuer. Et dès que la famille part, il vient et dit, non, ce que j'ai dit devant les enfants, c'était pour m'excuser, je m'excuse. Mais les enfants, il faut les réunir pour leur dire, ce que j'ai dit est faux. Donc, il faut qu'on nous dise quel est l'élément à partir duquel qui les a touchés, qui ont fait que Patrick Lumumba a eu cette mort atroce. Une fois que ça s'est fait, à partir de ce moment bien précis, la question du pardon peut être acceptée. Mais si on dit, on demande pardon. Et puis, quand le gouvernement, je dis, parle, je suis citoyen belge, hein, quand ils parlent, on demande pardon pour nos anciens. Comme si il n'y avait pas de continuité, il n'y avait pas de ligne. Je l'ai dit, j'ai dit qu'il y a 23 milliards de francs
dont la Belgique, pardon, le Congo a hérité. Est-ce que quand ils sont venus, ils ont dit, bon, comme c'est nos ancêtres qui ont fait ces dettes-là, nous, on ne veut plus que les Congolais payent. Non, non. Au contraire, on continue d'exploiter le Congolais en disant, oui, on rééchange la dette, mais vous nous devez, etc. Tant qu'ils acceptent l'argent, ou bien les avantages qui sont nés de la colonisation, de l'occupation de l'Afrique, il faut qu'ils acceptent aussi la responsabilité intégrale de ce qui s'est passé. Et c'est ça ce que nous devons dire. Donc pour moi, en ce qui concerne cette histoire mémoriale, la première des choses, mon frère ici l'a dit, et je prends donc l'élément, on dit, tant que le lion, roi de la forêt, ne saura pas parler aux citoyens, on dira que le chasseur, est celui qui détient la vérité. Il nous faut nous-mêmes écrire notre histoire. Un jour ou l'autre, il viendra un moment donné s'asseoir. Les nazis dont ils parlent comme les plus maudits au monde, mais ce sont assis les nazis pour écrire l'histoire entre l'Allemagne et la France. Donc, si l'Allemagne et la France ont écrit, ça se répercute sur la Belgique. Mais pourquoi on ne veut pas déclassifier les documents pour qu'on puisse écrire? Il y a des historiens africains, il y en a beaucoup. Congolais, on va écrire l'histoire et qui va être enseigné. Que de nous donner, quand vous regardez dans les livres ici en Belgique, en termes d'histoire, oui, on est arrivé, on a fait ça, Léopold II, etc. Il y a eu un moment, un malentendu, oui, on a attribué à Léopold II le fait de couper des choses. Lui-même n'était pas sur le terrain, mais oui, ce sont des gens qui l'ont envoyé, mais qui sont mal comportés. Voilà un peu l'histoire qui est faite. Mais en réalité, tout ça, c'est une histoire de Tintin, etc. Vous voyez? Donc, pour moi, cette mémoire-là, ou bien cette chose-là, excusez-moi, je pense que c'est de la foutaise. Il faut que nous nous asseyions pour parler de ce qui s'est passé. Ce que Patrice Lumumba a fait vraiment de si grave qui mérite cette mort atroce. Et Gourbera, logiquement, donc, je me tourne vers vous, monsieur Adatola. Ici, on parle de cette question mémorielle. On revient surtout sur cette justice qui est réclamée au quotidien concernant les circonstances ayant bien sûr conduit à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Vous avez suivi l'approche de monsieur Katala qui parle d'une réparation qui doit être clairement faite. Vous avez suivi l'analyse de monsieur Tapé Gourbera qui parle de responsabilité avant éventuellement d'évoquer la case excuse. Qu'est-ce que les Africains en général et les Congolais doivent attendre de cette justice qui est réclamée en permanence? Permettez-moi d'ouvrir une légère parenthèse, puisque j'apprécie la chute, n'est-ce pas, de vos frères Tapé Gourbera. Dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un documentaire qui a été réalisé par une chaîne hexagonale, paradoxalement, qui allait à la rencontre d'un survivant de cette guerre. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai envie de dire le testament ou le récit de ce héros et rescapé de cette deuxième guerre se retrouve entre les mains des autres. Sur le continent africain, nous avons pourtant des historiens qui peuvent se rapprocher d'un tel monument, d'une telle bibliothèque pour nous relater exactement ce qui s'est passé au front de guerre. Ça fait partie, voilà une mémoire vivante. Mais très souvent, on ne le fait pas. Très souvent, même les historiens du gouvernement ne le font jamais. Les étudiants ne vont jamais vers ce genre je veux dire, des bibliothèques vivantes. C'est un problème. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin des excuses? Certainement. Est-ce que par rapport aux différents crimes, pas seulement des assassinats atroces comme celui de Patrice Lumumba et ses camarades, il y a comme ça une multitude, je dis bien une multitude d'assassinats sur le continent africain, à la fois des combattants, à la fois des leaders panafricanistes, à la fois actuels. Parce qu'au moment où nous tenons cette émission, vous avez des assassinats, pas seulement humains, sur le continent africain, mais ça laisse personne indifférent. Ça ne dit rien à personne. Mais écoutez, comme disait tout à l'heure Tapé Gourbera,
Oh, ils vont parler par les juges, ils ont l'habitude de parler. Oh. Mais il faut agir, monsieur. Et de manière rigoureuse et ferme. Je vous l'ai dit, que nous devons sortir des débats idéologiques pour passer aux actes. Tant que nous ne passerons pas aux actes, ils vont continuer à nous manquer de respect, à nous mépriser. Mais attendez, pourquoi est-ce que le Mali est maintenant respecté aujourd'hui? Vous pensez qu'aujourd'hui, un Français, Macron peut parler n'importe comment, peut s'adresser n'importe comment à un Malien? Mais parce qu'ils sont passés aux actes de manière ferme et rigoureuse. Donc je pense que c'est de ça qu'il est question, c'est-à-dire de manière rigoureuse et qu'on leur impose le respect. Les excuses, certainement, je l'ai dit, mais on veut davantage la repentance, qu'ils reconnaissent qu'ils l'ont fait, qu'ils nous ont traités, ils ont esclavagisé les êtres humains comme eux, alors que ces êtres humains sont plus intelligents que parce qu'ils ont pensé que par le dialectique, n'est-ce pas, de la hiérarchie des races, qu'ils étaient plus, n'est-ce pas, ils étaient plus importants, plus intéressants que nous, plus intelligents que nous, les Noirs. Mais alors c'est tout le contraire. Tout à l'heure, je l'ai dit. L'opinion belge, en 1900, dans les années 60, savait que les Belges sont les sauvages. Hein. Ce sont des illettrés. Ils marchent nus, comme des animaux. Il n'y a aucun qui peut comprendre quoi que ce soit à la politique, aux relations internationales. C'est ce que la presse belge relayait à cette époque. Mais lorsque Patrice Lumumba leur demande le contraire en improvisant ce discours qui n'était pas prévu, c'est fait un tollé. Alors, si vous avez des héros, des patriotes, des nationalistes qui ont pu porter un tel discours, qui ont eu le courage de leur dire, mais attendez, vous êtes certainement nombreux dans la salle, mais je peux vous apporter la contradiction. Mais si nous n'avons pas... Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est un problème de leadership. Il faut régler cette question de leadership. Je parle de leadership patriotique. Je ne parle pas de leadership france-africain, je parle de leadership patriotique. Panafricaniste, c'est ça qui est important. Parce que c'est pas là, c'est le chemin. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Les France-africains, ce sont les collaborateurs, ce sont les traites. On en aura toujours, les collaborateurs, on aura toujours des traites, mais il faut savoir comment traiter les traites, comment fonctionner avec eux. Nous avons surtout besoin de la repentance, c'est non négociable. Que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne, que ce soit la France, la Belgique et les autres, que ce soit le Portugal, parce qu'il y a aussi le Portugal qui a également qui a colonisé certains pays en Afrique, que ce soit pour partir de chez vous, pour venir dans le village de quelqu'un, sur son territoire, tuer ses frères, sa descendance, violer sa descendance, n'est-ce pas, corrompre ses traditions, ses us et coutumes, et en partant, vous détruisez tout, à la fin, vous leur imposez une dette coloniale. C'est inacceptable. Même s'il faut qu'on fasse de la guerre, il va falloir qu'on fasse cette guerre pour qu'on sorte de ce paradigme-là, monsieur. Il faut que cela s'impose. Ces gens n'ont que le discours de la fermeté. Si vous n'êtes pas ferme, si vous n'êtes pas ferme, ils vont poursuivre leurs choses. Quand je le dis, je suis très ferme. Ils ne comprennent que le discours de la fermeté. Qui vous parle, les États n'ont que d'intérêt, ils vous le prouvent tous les jours. Ils vous parlent d'amitié. De quelle amitié s'agit-il? L'amitié de la démagogie, du mépris, du mensonge, qui est ponctué de crimes de toutes sortes? Non. Donc, c'est vous, donc, c'est nous qui avons un problème si nous pouvons croire que ces gens peuvent nous respecter parce qu'ils nous appellent des amis. Nous ne sommes pas des amis. Il n'y a pas d'amitié qui va, je suis désolé de le dire sur le plateau. Il n'y a pas d'amitié. Tant que j'ai l'habitude de vous le dire, je le répète, j'insiste là-dessus. Tant que le contentieux, ces différents contentieux qui nous lient avec ces criminels n'est pas purgé, il ne peut pas avoir d'amitié. Il ne peut pas y avoir d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et les Africains, le peuple africain, les États africains doivent connaître où se trouvent les intérêts. Merci à vous, M. Adatola. Ici, nous dirigeons d'ailleurs vers la fin de cette émission. On va permettre à chacun de vous, messieurs, de nous donner son dernier mot, son mot de fin d'ailleurs, avant bien sûr de rendre l'antenne. Je commence par vous. C'est qu'une fois acquise cette réparation-là,
elle permettra aux Africains et aux Congolais en particulier de tourner une page? En fait, je ne crois pas que la page peut être tournée tant que un héros comme celui-là est révolutionnaire qu'on a assassiné, parce que je ne crois pas qu'il y ait une réparation qui va remplacer la personne. C'est simplement pour un peu avoir ces sentiments, un peu de satisfaction du fait qu'ils ont reconnu. Oui. Ils ont reconnu. Parce que quand quelqu'un te fait quelque chose de mauvais, s'il ne reconnaît pas, il ne demande pas pardon, il ne repart pas, il te croit toujours inférieur. Or, quand tu reconnais dans l'obligation de reconnaître, demander pardon et puis réparer. Bon, je voudrais revenir un peu sur ce que M. Robert a dit. Quand je parlais de Kassaïen, de Soiliphone, tout ça, ce n'était pas pour créer encore des sentiments au biais de division ou bien quoi, mais c'est quelque chose qui est réel, parce que ça a été, même quand l'autre est passé au pouvoir, donc il y a les autres qui disaient toujours que non, il ne peut pas gagner parce que il est dit que aucun Moulouba ne peut prendre le pouvoir. Donc c'était simplement pour ça, parce que je crois que dans chaque pays ou bien chaque régime, tout le monde ne dira pas toujours oui, 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 oui. Bien sûr qu'il y a seulement au Rwanda qu'on peut avoir les élections avec 99%. Donc, mais dans un pays vraiment démocratique, il y aura toujours ceux qui vont dire non et ceux qui vont dire oui. Bien sûr que Tshisekedi dit maintenant, on peut dire que à plus de 60% au Congo, les Congolais ont compris que cette politique, c'est pour l'avantage de la RDC et pour les Congolais. Bon, toutes ces choses, ça nous fait mal. S'énerver sans rien faire, ça ne donne rien. Ou bien crier casse-tête, ça ne va rien donner. Mais il y a la connaissance de ça. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez? Donc la meilleure façon de connaître ton ennemi, c'est de te rapprocher de lui. Quand tu le connais bien, tu sais maintenant où taper, comment agir. Donc je crois que avec ce régime, nous marchons, parce que c'était très difficile de trouver... Patrice Emery Lumumba, qui a été un leader, donc seulement on parle de son cas. Tout à l'heure, je vous ai fait cas du fait qu'en Belgique où nous sommes, il y a plus de 300 têtes d'Africains. Je vais permettre que je lise un peu, voilà, un peu en 2 minutes. Voilà ce que un Français, Michel Bifiou, que vous pouvez trouver, il dit, imaginez un peu qu'un musée berlinois conserva des centaines de crânes de Belges collectés pendant l'occupation, qu'il exista des registres comportant des renseignements de ce type, crânes d'un homme de la région, crânes, etc., etc. Et donc, voilà ce qu'il est en dessous dit, il y a quelques semaines, Paris Match, donc vous pouvez le voir, racontait le parcours meurtrier d'un militaire belge qui, lors de la conquête coloniale du Congo, fin 19e siècle, collectionnait les têtes des chefs insoumis qui lui résistaient. Il ramena 3 crânes en Belgique, ceux des chefs Luzengi, Marilou et Mpampa. Ces restes humains qui furent l'objet d'un exposé devant la Société d'anthropologie de Bruxelles, où l'on pérorait sur la prétendue supériorité des races, sont conservés à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Auparavant, ces 3 crânes ont séjourné au musée du Congo, l'actuel musée royal de l'Afrique centrale, où il faisait partie. Et lorsque en 2018, ça fait un article de 2018, vous tapez sur Google, vous l'avez, vous tapez Luzengi, Lusinga, Luzenga, pardon. Donc vous trouvez ça. Et lorsque les Congolais avaient demandé la restitution de ces crânes, on dit qu'il fallait trouver un cadre légal. C'est-à-dire on a tué le cas dans un cadre légal, mais pour restituer son crâne, qui était cher, c'est pas n'importe qui. Il faut un cadre légal. Donc, pour revenir à ce que tout à l'heure j'ai dit et que mes frères ont complété, notamment mon frère Izzy, vous voyez que avant, nous insistons, avant toute chose, il faut que ce contentieux-là, ces différents contentieux, on en parle d'abord, avant qu'on nous demande. Je vous ai parlé de 340 Belges qui sont là, il y a plus de 45 qui sont là-bas. Nous avons plus de 500 000 objets de notre patrimoine qui sont dans les différents musées. Que lorsqu'on nous dit de les restituer, on nous raconte des histoires en disant que ce n'est pas des cas légaux, comme s'ils avaient pris ça dans un cas légal. Pourtant, le droit eux-mêmes dit que... Vous avez un prétentieux qui s'est placé devant un parterre de chefs d'État africains du côté de Dakar et qui a eu l'audace de dire que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire.
Je crois que vous connaissez le nom de ce personnage, qui s'appelle Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Vous comprenez donc que ces toxicomanes ne connaissent pas leur propre histoire. Ils sont dans le déni permanent. Ils sont dans l'arrogance permanente. Ils sont dans le mépris récurrent. Et ça également, je trouve cela inacceptable. Parce qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous, je l'insiste là-dessus. Ils ne doivent avoir aucun complexe à le dire. Tabé Goubera vient de le dire, de le préciser. Quand ils sont venus sur le continent africain, j'ai l'habitude également de le préciser, notre histoire, comme Sarkozy prétend ne pas connaître, surtout dans leur musée. Vous avez nos œuvres d'art volées, bien pillées, qui sont dans leur musée et qui leur rapportent beaucoup d'argent. Et vous avez donc un personnage qui a l'audace de vous dire que vous n'êtes pas suffisamment entré dans l'histoire. Vous avez les crânes humains qui sont dans leur musée comme trophée de chasse. Vous avez donc c'est-à-dire une preuve, on ne peut plus, incontestable de crimes contre l'humanité. Et vous demandez des excuses. Vous demandez qu'ils nous présentent là-dessus. Nous ne sommes pas des animaux. Je sais, ils respectent leurs animaux de compagnie, n'est-ce pas? S'ils ont plus de considération pour leurs animaux de compagnie, ils doivent respecter les êtres humains que nous sommes. Et moi, je vous dis, et ce n'est pas de la subversion, je suis en train de dire que je ne peux pas accepter un vue à un locodème. Pour chuter relativement à la thématique, aujourd'hui, il n'est pas question de négocier. Il y a des questions non négociables. Il y a des questions non négociables. Je dis, il y a des questions, racontez tout ce que vous voulez, il y a des questions non négociables, surtout quand ça touche à la dignité humaine, à la vie humaine. Et les assassinats de nos compatriotes, Kadhafi, Lumumba, Sankara et consorts, ce sont des problèmes qu'il faut mettre sur la table. Et c'est nous qui devons en fixer les conditions. Est-ce que s'il est à partir de nous donner, de nous présenter des archives, ça c'est la j'ai pu le dire, nos historiens sont paresseux. Nos universités sont paresseux. C'était de nos hommes de médias sont paresseux. Vous avez des... Moi j'ai eu souvent à faire des enquêtes qui font certainement l'objet de beaucoup de livres de main sans avoir à demander l'autorisation de qui que ce soit. C'est un travail de recherche personnelle. Donc, il faut donc que les uns... Nous avons des juristes. Mais comment est-ce que les juifs, je pose la question, je reviens sur cette question, comment est-ce que les juifs ont-ils fait pour mettre sur la table, pour imposer cette question de la Shoah au reste du monde, au point où aujourd'hui, si vous partez justement profaner, ne serait que la tombe d'un juif, ça devient un problème d'État. Parce qu'ils l'ont imposé, monsieur. Vous devez imposer cela. Il ne s'agit pas, ce n'est pas des questions de diplomatie, ce n'est pas des questions d'intérêt personnel, ce n'est pas des questions de relations personnelles avec tel ou tel chef d'État, mondialiste, européen, américain ou consort. Il s'agit des questions qui concernent la mémoire historique de l'Afrique et du peuple noir. Donc, c'est des questions qui sont non négociables. Je crois que pour une fois, ces ONG qui sont financées de l'extérieur ont donc matière à faire, ont donc du travail pour justement permettre à notre génération, aux générations futures, de connaître l'histoire de leur peuple, l'histoire de ce qui était leur héros. Parce que et je cite là-dessus, il y a un autre combat que nous devons mener, nous les panafricanistes. C'est de débarrasser nos villes, nos espaces de vie, des statues des bourreaux, débaptiser nos rues et leur faire porter les noms de nos héros. Je refuse qu'une route dans mon pays porte le nom de Declerc, de Gaulle, Faidherbe et consorts, bien la Quintini. Je refuse cela parce que nous en avons à provision sur le continent africain des héros dont les avenirs peuvent porter les noms.
Merci pour l'invitation. Merci également à vous. Merci, M. Katala, d'être passé par ici. Merci beaucoup, M. Baudelaire, pour l'invitation. Merci à mon frère Aïssi, que j'aime beaucoup, et M. Goubera. Oui. Bon, nous sommes à la fin de notre programme, et puis je viens une fois encore de plus dire merci à tous nos téléspectateurs, et en rappelant que nous serons toujours disponibles pour servir. Et je voudrais encore souhaiter mes condoléances à mes frères qui ne cessent de tomber là-bas, à l'Est, à cause d'une agression barbare perpétrée par Kagame et son régime. Donc, nous savons que nous sommes vraiment prêts à combattre jusqu'au dernier goutte de sang pour que nos frères et sœurs puissent retrouver leur liberté. Nous serons avec vous, M. Katala, durant cette grande année électorale qui se profile d'ailleurs à l'horizon concernant ces élections prévues pour le mois de décembre. Voilà. De toute façon, nous serons là pour vous planter le décor, messieurs, de cette année électorale en République démocratique du Congo. Merci à vous, messieurs, d'avoir été des nôtres, à la grande équipe de la réalisation pour le magnifique travail réalisé au quotidien. Mais quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle semaine sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de cette émission de For You Matin. Bon début de week-end à tous.